Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être venus pour ce dernier cours. Ce que je veux faire, c'est un peu retourner à certains points que j'ai touchés dans les cours précédents, mais en les intégrant d'une autre perspective. Et aujourd'hui, c'est sur l'évolution différentielle du français dans le monde. Et c'est surtout depuis le XVIIe siècle que la diffusion réelle du français commence. En Amérique du Nord, aux Antilles, en Afrique et dans l'océan Indien, mais pas toujours de la même façon. Et beaucoup de différences qu'on peut voir aujourd'hui sont la conséquence de la façon dont les colons français se sont installés dans les différentes colonies et quelle sorte de structure de population les colons ont engendré. Le temps de la diffusion varie selon le début de la colonisation réelle du territoire concerné. Vraiment au début du XVIIe siècle en Acadie et au Québec, et alors que dans les colonies des Antilles, la diffusion commence au milieu du XVIIe siècle plutôt qu'au début du siècle. Et là, c'est surtout à travers la confrontation avec l'Espagne et la France et l'Espagne, plutôt la France et l'Angleterre, pas encore, le Royaume-Uni, ça n'existait pas encore, mais l'Angleterre, et puis la Hollande confisque des colonies espagnoles pour installer des colonies respectives pour leur nation. Et c'est plutôt dans l'océan Indien qu'en Afrique continentale et dans le Pacifique, où c'est plutôt vers le 19e siècle que la colonisation française commence réellement. Et ceci s'explique par le fait que la première forme de colonisation, le premier style de colonisation, c'était la colonisation de traite, la colonisation des négoces. Et tous les Européens qui allaient en Afrique ou en Asie installaient des comptoirs le long de la côte et sont restés là-bas. Je reviendrai à cela un peu plus tard. Et c'est comme ça que les îles ont été colonisées avant le continent lui-même. Okay. Et les îles, en ce moment-là, c'était des territoires où les Français développaient des colonies de peuplement, alors qu'en Afrique, à partir des colonies de négoce, se développeront les colonies d'exploitation. Et les colonies d'exploitation n'ont pas lieu jusqu'au XIXe siècle. Déjà au début du XIXe siècle, il y a beaucoup de compétitions entre les nations européennes, dont le tout s'est résolu au Congrès de Berlin en 1885. Le Congrès avait commencé en 1884 et l'Afrique était alors divisée entre des territoires francophones mieux représentés ici. Il y a des territoires anglophones par ici, des territoires portugais et ainsi de suite. Et le Portugal était surtout le perdant qui après avoir monopolisé les colonies ou la colonisation des traites, s'est vu confisquer beaucoup de territoires le long de la côte. Et à partir de la côte, au XIXe siècle, les Français et d'autres colonisateurs sont devenus capables, ont eu la possibilité de pénétrer l'intérieur, en partie grâce à l'invention de la quinine, qui pouvait leur donner plus de résistance à la malaria. Et comme ça, ils pouvaient s'aventurer à l'intérieur. Mais aussi parce qu'ils avaient déjà développé des relations d'amitié avec des dirigeants africains, des relations d'amitié mais malhonnêtes,
parce que petit à petit, les Européens prennent des territoires des dirigeants africains sans qu'ils se rendent compte immédiatement qu'ils perdaient leur territoire et que les Européens allaient prendre le contrôle de ces territoires. Le français a aussi évolué différemment selon le style de colonisation, ça je l'ai dit un peu plus tôt. Il était utilisé dans des comptoirs et fortifications de commerce le long de la côte, tels qu'à Saint-Louis et à Gorée, dans les relations avec les signares, les métis et autres intermédiaires, alors que le portugais servait de lingua franca dominante jusqu'au XVIIIe siècle, voire aussi le séminaire que Cécile a donné la semaine dernière. Et je vous rappelle, les signares, ce sont des femmes qui faisaient du commerce. Elles étaient reliées à des autorités traditionnelles, autochtones, et elles connaissaient déjà le commerce avec les Arabes, qui avaient fait du commerce avec l'Afrique bien avant que les Portugais ne commencent à faire du commerce avec l'Afrique. Et beaucoup d'elles parlaient déjà portugais, mais maintenant il allait y avoir une cohabitation entre les signares et les représentants des compagnies commerçantes européennes. Par cette cohabitation, il y a eu des unions, des mariages, parfois sériels, entre les Européens et les signares. Et donc, les métis sont nés de ces mariages. Et comme l'a expliqué Cécile Vigouroux, les métis ont appris la langue de leurs parents par immersion. Et comme la navigation n'était pas comme aujourd'hui, les caravelles du temps dépendaient beaucoup de la direction de vent. Donc 6 mois dans une direction et 6 mois dans une autre direction. Et les représentants des compagnies européennes restaient alors dans leur comptoir. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Ces Européens dépendaient des locaux, des populations locales qui étaient dans le comptoir, travaillaient avec les signares pour avoir de la nourriture, mais aussi il y a la dimension sociale, émotionnelle, naturelle. Les représentants des compagnies européennes étaient des mâles et ont développé des relations amoureuses avec les signares. Et donc, pendant 6 mois, les 6 mois qu'on passait en attendant que la direction de vent change, il y avait beaucoup de temps pour les Européens d'apprendre au moins une des langues locales, parce que c'est toujours intelligent de comprendre ce que les gens disent à côté de vous ou autour de vous. Mais les signares, pour le bénéfice, ont aussi appris le français, et surtout leurs enfants. Et Cécile a dit qu'on envoyait les colons européens envoyaient leurs enfants en Europe pour apprendre le français. En fait, ils repartaient avec les enfants. Et puis, au retour, s'ils revenaient, ils gardaient les enfants là-bas avec leur famille. Et donc, il y a eu beaucoup de cas de bigamie. L'Européen qui revient à la métropole avec un enfant métis. Et donc, les enfants sont restés là-bas pendant 2-3 ans, puis ils revenaient en Afrique et ils grandissaient. Et pour comprendre tout ça, on doit aussi se rendre compte que dans ces relations de commerce, ce n'est pas comme si ici, voilà, les Européens sont arrivés et nous avons des produits à vendre et on va immédiatement commencer le commerce. Mais non, parce que de part et d'autre, on voulait savoir ce que l'autre partie contribuait à soi-même. OK. Et donc, il y avait eu un temps d'acclimatation, okay, d'assaisonnement, où les gens apprenaient ce que l'autre devait apporter dans cette cohabitation. Et ce que je veux vous rappeler aussi, qui est très important, c'est que l'idéologie
de langue nationale n'était pas encore en place au XVIIe siècle. C'est seulement plus tard qu'on commence à parler, le français est la langue nationale de la France, et on va lire l'histoire de la France. Ce n'est pas avant la fin de la guerre mondiale que la France devient complètement francophone. Ce sont des choses importantes. Et donc, pour des raisons pratiques, les gens qui allaient faire le commerce utilisaient la langue ou la lingua franca qui marchait déjà, et c'était le portugais. Il y a, par exemple, quand on lit les chroniques du sieur d'Arveillé en 1688, il est là, il voit des Africains qui parlent portugais et qui parlent portugais avec les Portugais et entre eux. Et c'est par eux qu'il apprend le portugais. On se demande seulement comment il pouvait déterminer que, selon lui, les Africains parlaient un portugais qui n'était pas bon. Mais en même temps, il dit qu'il a appris le portugais à partir de ces Africains avec lesquels il était en contact le plus. Et en Amérique du Nord, c'est le temps aussi où émergent des gens qu'on appelle coureurs de bois. Et les coureurs de bois, ce sont des colons. En anglais, on dirait « they went native ». C'est-à-dire ils se mélangent avec la population autochtone et vivent selon les coutumes autochtones. Et de cette cohabitation, tout comme avec les signares en Afrique, vous vous imaginez, il y a des enfants qui sont nés, des métis. Et les langues, surtout le cri, langue amérindienne cri, avec le français, se sont mélangées et ont produit une langue de métis. Et on appelle cette langue-là Michif. Vous pouvez voir la relation étymologique entre métis et Michif. OK? Pourquoi ceci est arrivé? Parce qu'en fait, les Européens qui allaient dans les colonies, comme Robert Joganson l'avait bien expliqué dans son livre, vivaient dans des conditions de Robinsonade au départ. C'est petit à petit qu'on a construit des forteresses telles que Gorée. Ça vous rappelle les villes du Moyen-Âge, entourées de murs. Et tout se passe à l'intérieur. Oui. Et c'est un univers à lui tout seul. Et voilà les signares qui adoptaient des manières européennes d'une certaine façon et avec une serveuse esclave noire. Et ici, ce sont les Français qui rencontrent les Amérindiens. Et évidemment, ils ne sont pas seulement coureurs de bois, mais aussi coureurs de jupons, si je peux le dire. Et puis, c'est comme ça que les choses se sont passées, et c'est ainsi que de nouvelles langues sont nées. Et on doit aussi se rendre compte qu'en ce moment-là, ce qui était le plus rentable pour le colon, c'est de vendre la fourrure. C'est comme ça qu'on pouvait établir ce genre de relations avec les autochtones, et une nouvelle société naissait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique, ce qui est arrivé, comme Cécile Vigouroux l'a expliqué la semaine dernière, les gens arrivent à parler des approximations plus fidèles du français. Okay? On ne doit pas s'attendre à ce que ce soit le français scolaire qu'on a introduit en Afrique à partir du XIXe siècle, mais c'est un français vernaculaire et surtout français non standard dans la plupart des cas. Joganson parle de français qui était patoisant. Là, je vous réfère à l'ambiguïté du terme patois. On ne sait pas exactement si ce sont des dialectes non standards du français ou si c'était des variétés du celte. Est-ce que je dois mettre celte au singulier? Ça devrait être au pluriel parce qu'on ne sait pas exactement d'où ces gens venaient. Tandis qu'ici, au Canada, ce qu'on voit, donc en ce moment-là, on parle de la Nouvelle-France, ce qu'on voit là-bas, c'est que
de ces mélanges à cause du métissage, la langue elle-même est hybride. Le michif est une langue hybride avec un système très intéressant. Les verbes sont basés sur le mot cri, avec la morphologie cri. S'il y a un verbe français qui devient partie de la langue, ce verbe français attire aussi des affixes du cri. Alors que les noms sont la majorité des noms français. Okay? Et là, on trouve des phénomènes intéressants aussi parce que grammaticalement, par exemple, le pluriel est marqué plus avec un affixe écrit qu'avec un affixe français. Et donc, ce qui est intéressant dans tout ça, on peut voir, selon l'évolution de la langue ici, à quel point ces coureurs de bois sont vraiment devenus, se sont indigénisés pour s'intégrer là-bas, à l'écart des autres colons qui sont restés dans on appelle les settlements, les établissements qu'ils avaient mis sur place. Alors, ce qu'on va voir ici du point de vue linguistique, les colonies, on doit faire une différence entre les colonies de peuplement créant une majorité européenne de colons et d'autre part les colonies de peuplement créant une majorité servile d'origine ethnolinguistique diverse. Et les conséquences sont différentes. Dans le cas des colonies de peuplement créant une majorité européenne de colons vivant particulièrement entre eux et parlant plusieurs variétés de leur langue, la première chose qu'on trouve, c'est qu'il y a marginalisation des autochtones. Et on peut interpréter ça comme une sorte de ségrégation. Donc, ce qui se passe entre les colons est peu influencé par les langues amérindiennes. On voit aussi l'intégration tardive avec d'autres populations. Parce qu'après, ce qu'on va voir dans l'histoire du Canada, par exemple, il y a les Anglais qui viennent aussi installer des colonies dans le style de peuplement et il y a cohabitation, mais aussi compétition entre les deux nations colonisatrices. On reviendra à cela. Mais les populations restent aussi, les Européens ont commencé avec un style de ségrégation. Les Français vivent entre eux, les Anglais vivent entre eux, et s'il y a d'autres nations, comme on le voit aux États-Unis, les autres nations aussi, les représentants des autres nations vivent aussi entre eux. Donc, dans le cas des États-Unis, par exemple, on trouve des mini-colonies allemandes, danoises, suédoises et hollandaises dans les colonies qui sont nominalement anglaises. Okay. Alors, il y a divergence du français colonial par rapport au français ou aux variétés de français métropolitaines. Et ce qui joue un rôle important dans tout ça, c'est le processus que nous appelons koinéisation dans les études créoles. Koinéisation, ça signifie que les différents dialectes se ressemblent d'une façon ou d'une autre. Et par compétition et sélection, il y a une nouvelle forme de langue coloniale qui émerge et qui a des traits de différentes variétés dialectales de la langue mère. Okay. Mais aussi, petit à petit, comme dans l'histoire du Québec, on peut détecter maintenant l'influence de l'anglais dans le français du Québec, et donc il y a divergence. Mais les raisons sont multiples. Okay. Mais ce qui arrive aussi, c'est que dans le cas de la Louisiane, parce que la Louisiane s'est engagée dans une économie agricole qui dépend des esclaves, la Louisiane, au moment où les Africains ont acquis une masse critique importante,
pour des raisons de sécurité, comme dans toutes les colonies où les Africains sont devenus majoritaires, il y a ségrégation résidentielle. Okay. Donc maintenant, le français, comme il est appris un français non standard, ça on doit se le rappeler, Chodanson parle de français populaire, ce français populaire acquis par les Africains est influencé par des éléments des langues africaines, aussi par le processus de compétition et sélection. Si vous voulez tester ça, vous n'avez qu'à faire attention aux variétés que les Français appellent français d'Afrique ou français africains. Vous allez voir que le français scolaire qui a été enseigné aux Africains est influencé par des traits linguistiques des langues africaines. Donc, on peut parler d'une Louisiane blanche et une Louisiane noire. Et la Louisiane blanche parle une variété coloniale du français qui diverge à cause surtout à cause de la colonisation, mais peut-être aussi avec un peu d'influence des langues africaines. Mais la Louisiane noire, là, on voit une influence prononcée des langues africaines et ça devient différent. Quand je parle de Louisiane blanche et Louisiane noire, c'est pour aussi mettre en valeur le facteur raciste qui soutient cette distinction, parce que les experts qui travaillent sur ces variétés trouvent beaucoup de ressemblances entre le créole et le français louisianais. Okay. Et je me rappelle une conférence sur le français à la Nouvelle-Orléans en 2010, et il y avait beaucoup de Français qui sont venus à cette conférence, et il y a un dignitaire, un avocat cajun, qui est venu le saluer et qui a fait un discours en français. Les Français n'ont pas compris grand-chose de ce français et en fait, il y en a qui souriaient tout le temps pendant que la personne parlait. C'est pour vous dire à quel point la variété a divergé. Mais une autre raison pour ça, c'est que le français, à partir du XVIIe siècle, a beaucoup évolué en France aussi, alors que la variété coloniale est peut-être restée très conservatrice, mais n'a pas nécessairement tellement changé, autant changé qu'on le croit. Et moi, à mon avis, ce sont des variétés comme ça, tout comme les créoles eux-mêmes, qui nous donnent une idée de comment le français était parlé dans les colonies. Et nous avons eu tort dans les études créoles au cours de plus de 100 ans à comparer le créole avec le français standard. C'est du temps perdu, du temps gaspillé. On devrait mieux connaître les français populaires qui pourraient être encore conservateurs, et puis voir quelles sont les ressemblances. Et Chodanson a toujours argué que beaucoup de traits qu'on trouve dans les langues créoles, ce sont des traits qui viennent vraiment de langue, de parler populaire du français. Et en effet, les créoles, si on les apprend de cette façon-là, on doit apprendre aussi à parler d'influence substratique d'une autre façon. C'est-à-dire que parfois, à cause de la convergence de certains traits étaient favorisés. Par exemple, le système d'articles n'est pas encore bien établi au XVIIe siècle en français. Et le déterminant pouvait précéder le nom ou suivre le nom, mais le démonstratif suit et ça, cela, ci. Et alors, ce qu'on voit dans le créole, c'est que, comme dans les langues africaines, quelque chose qui ressemble au déterminant vient après le nom. Et donc, dans les créoles, on voit le déterminant venir après le nom. Alors, par le déterminant, il y a l'article 1, mais qui est aussi un quantifieur, et parce que les quantifieurs ont un comportement différent, et 1 précède le nom dans les créoles français au lieu de sur, et ce genre de choses. Okay. Mais un facteur important que j'avais souligné dans un de mes cours, c'est la vente de la Louisiane en 1803, qui a vraiment
donné un recul aux Français en termes d'expansion. Je reviendrai à ça, parce qu'il y a un grand espace qui s'est ouvert depuis le Mississippi jusqu'à la côte, où maintenant les États-Unis pouvaient se répandre graduellement, petit à petit, jusqu'à la fin du XIXe siècle, et le territoire devenait de plus anglophone, alors que le français ne gagnait plus de terrain. On peut dire que le français s'est contracté. Dans les colonies de peuplement créant une majorité servile d'origine ethno-linguistique diverse, on commence avec des sociétés d'habitation, et les sociétés d'habitation, on peut aussi les reconnaître dans les autres colonies de peuplement. Mais dans ce cas, il y a des locuteurs aglottes parlant des approximations plus fidèles du français. Et il y a deux raisons, j'ai souligné seulement une ici, la naissance des individus créoles. Les enfants n'avaient pas raison de ne pas bien apprendre la langue de leurs parents européens. Dans ce cas de croisement de races. Et les Africains étaient minoritaires dans les habitations. Donc, il n'y avait pas raison d'établir une ségrégation parce que la colonie ne survivrait pas autrement, surtout étant donné les conditions précaires dans lesquelles les colons vivaient. Et donc, les gens avaient assez de temps pour apprendre des approximations plus fidèles du français populaire qui était parlé à côté d'eux. Quand arrivent les sociétés de plantation, ça varie selon la colonie. 15 ans, par exemple, dans le cas de l'île Maurice, mais dans d'autres territoires, 25 ans ou 50 ans avant qu'on arrive à l'étape des sociétés de plantation. Et petit à petit, il y a une majorité servile qui émerge, et la population non européenne et non autochtone est de plus en plus bossale, c'est-à-dire des gens qui viennent fraîchement de l'Afrique avec leur langue, ils deviennent majoritaires. Et ce qui arrive, c'est qu'on recrée dans ces colonies des conditions semblables, par exemple, à l'implantation du français en Afrique, où les locuteurs des langues autochtones restent majoritaires, une majorité écrasante. Okay? Ça signifie qu'il y a de moins en moins de gens qui ont accès aux approximations plus fidèles du français ou au français des colons. Et donc, il y a la formule que Chaudenson a proposée, approximation, des approximations, et ainsi grandit la divergence par rapport à la langue métropolitaine. Okay. Et une des raisons, c'est qu'à partir du moment où les populations africaines deviennent majoritaires, il y a ségrégation résidentielle entre les esclaves et les colons européens. Okay. Donc, c'est en ce moment-là qu'on peut parler de l'émergence des parlers créoles. Par exemple, Haïti a été colonisé et confisqué de l'Espagne au milieu du XVIIe siècle, et on voit un demi-siècle plus tard des traces de l'émergence du créole haïtien, mais cela devient plus évident au XVIIIe siècle, donc c'est pour montrer que c'était un processus graduel. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais les nouvelles sur TV5 et il y a quelqu'un qui disait ah oui, les plus jeunes maintenant ici, ils ne parlent pas bien français, c'est pas comme nous on le parlait nous autres, et ainsi de suite. Donc voilà une illustration des approximations, parce que les enseignants du français ne sont d'abord plus des locuteurs natifs, et ils ne sont pas les gens qui avaient été plus exposés pendant la période des auxiliaires coloniaux aux Français, et ainsi de suite, les choses changent. Il y a aussi quelque chose qui est un facteur important pour la vie du français, la révolution haïtienne. Donc, le créole haïtien est né, et le créole haïtien s'est imposé, et le créole haïtien reste
la variée parlée par plus de 90% d'Haïtiens comme langue vernaculaire. Et ça signifie qu'en réalité, si on dit que les créoles français ne sont plus français, ne sont plus du français, c'est qu'alors le français a perdu des locuteurs en faveur du créole. Mais le créole haïtien, on peut expliquer à cause de cette révolution pourquoi le créole haïtien n'est pas tout à fait comme le créole guadeloupéen ou le créole martiniquais, alors que les îles sont très proches. C'est parce que les Haïtiens se sont distancés de la France pendant un certain temps. Pendant un demi-siècle, il n'y avait presque plus de Français. Les métis, les enfants des colons sont restés, ils ont pris le pouvoir. Et la majorité de la population continue à parler seulement créole avec moins d'exposition au français. Et donc, on peut expliquer ainsi la différence entre les créoles haïtiens et les créoles guadeloupéens et les créoles martiniquais. Alors, il y a un autre phénomène très important, c'est le grand dérangement de l'Acadie vers la fin du XVIIIe siècle. Ceci vraiment amorce le début du recul du français par rapport à l'anglais. J'avais mentionné tout à l'heure la vente de la Louisiane, mais le grand dérangement est arrivé bien avant ça. Alors, ici, des gens qui s'apprêtent, on leur annonce qu'ils vont être déportés et voilà les différentes directions de déportation, plus à l'intérieur du pays ou le long de la côte jusqu'en Floride et Géorgie. Plutôt. Et puis, finalement, je m'imagine la carte de l'Amérique du Nord ici, vers la Louisiane, quelque part là-bas. Okay. Les Cajuns, ce sont les gens qui sont venus de l'Acadie. Okay. Et donc, dans ce contexte, il y a le français, les locuteurs du français qui sont déportés des colonies françaises à la côte, à la Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui, ça fait partie de l'Acadie. Et les territoires deviennent à prédominance anglophone. Et le français, dans l'autre contexte, en Louisiane par exemple, après la vente de la Louisiane en 1803, l'industrie sucrière est minée. Et ça se remplace lentement par l'industrie du coton. Et l'industrie du coton fonctionne en anglais. Et les gens apprennent de plus en plus l'anglais pour survivre. Et quand on découvrira le pétrole, évidemment, ça c'est le coup qui termine l'espoir pour le français d'être revitalisé en Louisiane. Et évidemment, la naissance des villes où il y a cohabitation avec des populations de plus en plus anglophones, qui signifie que, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, on n'entendra pas le créole. Il faut aller dans les bayous ou dans d'autres paroisses pour entendre un peu de créole, ou le créole ou le cajun. Okay? Le cajun, c'est la nouvelle variété du français colonial, qui est parlé par les créoles français. En Louisiane, on fait une distinction entre les créoles français, c'est-à-dire les gens qui sont l'héritage des descendants des anciens colons qui parlaient français, qui ne se considèrent plus français, peuvent être identifiés comme francophones, et il y a les Français, c'est-à-dire les gens qui aujourd'hui se déplacent pour aller vivre en Louisiane et qui parlent le français métropolitain. Okay. Et voilà ce que je voulais expliquer. Tout ce territoire était nominalement partie de la Nouvelle-France. Et la France, en perdant ceci, a permis aux États-Unis de progresser jusqu'à devenir un pays continental, okay, c'est-à-dire dimension d'un continent. Et ainsi, l'anglais s'est répandu au fur et à mesure, et surtout avec la ruée sur l'or au XIXe siècle. Il y a de plus en plus de gens qui sont venus. Pas tout le monde était locuteur de l'anglais en ce moment-là,
mais parce que les usines d'extraction d'or, c'était des entreprises états-uniennes et l'anglais était parlé là-bas et quiconque voulait survivre voulait survivre dans le nouveau système économique devait apprendre l'anglais plutôt que le français. Okay. Alors, la troisième catégorie, ce sont les colonies d'exploitation en Afrique et en Asie, où la communication est médiée par les auxiliaires coloniaux, ces gens qui fonctionnaient d'interprètes aussi, mais qui, dans le système d'administration coloniale, occupaient des postes d'administration tout à fait au-dessous, en bas de l'échelle, sans beaucoup d'importance. Mais leur fonction, c'était de faire l'intermédiation entre la majorité des populations colonisées et les administrateurs coloniaux. Et voilà, vous pouvez voir les privilèges des colons. Et les missionnaires qui ont joué un rôle très important dans la diffusion du français. Ce qui est intéressant ici, c'est que les missionnaires n'avaient pas beaucoup de choix. Ils auraient préféré prêcher dans les langues indigènes et ils apprenaient des langues indigènes. Et l'administration coloniale disait non, non, vous ne devez pas faire ça, vous pouvez prêcher la Bible dans les langues indigènes, mais à l'école, vous devez utiliser le français parce que nous avons besoin de communiquer avec les colonisés, et c'est ainsi que ça se fera. Et voilà la brutalité du système colonial, particulièrement au Congo, avec l'exploitation de l'EVA et les travaux forcés. La majorité démocratique, donc en Afrique, la majorité démocratique écrasante reste africaine, les mêmes conditions, des conditions comparables à celles des sociétés de plantation dans les colonies de peuplement avec majorité servile. Il y a ségrégation résidentielle entre colons et autochtones. Il y a les quartiers dans les villes qui naissent. Il y a des quartiers où résident les autochtones, on les appelle souvent cités. Et une partie privilégiée de la ville où vivent les colons, et ils communiquent surtout entre eux. Ils ont toujours besoin des auxiliaires coloniaux pour communiquer avec le reste de la population. Et le français qui est introduit, ce n'est pas un français vernaculaire, standard ou non standard. C'est un français scolaire enseigné à l'école à une minorité de populations autochtones comme lingua franca. Donc, le but principal de l'introduction de l'école en Afrique n'était pas d'alphabétiser toute la population colonisée, mais seulement un certain groupe de gens, surtout des gens qui étaient affiliés à des familles de chefs, parce qu'alors ils pouvaient avoir un peu plus d'influence et maintenir un sentiment de privilège social. Et ces gens-là qui recevaient l'enseignement, donc ce n'était pas encore l'enseignement universel en Afrique, pas plus qu'en Europe d'ailleurs en ce moment-là, au XIXe siècle. Et le français est utilisé comme lingua franca et pas comme un vernaculaire parce que les auxiliaires coloniaux, ils continuent à communiquer avec les autres colonisés dans les langues autochtones. La majorité de la population reste rurale ayant des contacts directs, sporadiques avec les colonisateurs. Et quand le contact avait lieu, il devait y avoir un auxiliaire colonial qui faisait l'intermédiation. Le français ne lui est pas utile ou nécessaire, personne ne s'y investit dans un milieu rural, et la langue ne fonctionne pas dans l'économie moderne, sauf pour les travaux forcés, comme dans l'exploitation de l'EVA et la construction des routes au Congo belge, qui est devenue Zaïre, et République démocratique du Congo, puis Zaïre, et puis encore République démocratique du Congo. Et les gens font une économie de subsistance en milieu rural. Il y a eu des cas où on imposait certaines
cultures telles que d'arachide au Sénégal et au Congo d'ailleurs, en RDC, qu'on pouvait vendre à des commerçants pour l'exportation en Europe, mais c'était le seul contact limité. Et quand on s'engageait dans ces cultures imposées, les gens, entre eux, ils parlaient toujours des langues autochtones et pas pas le français. Le français est une langue donc minoritaire, mais dotée d'un pouvoir politique, administratif et économique qui est exponentiel par rapport au nombre de ses locuteurs. C'est à peu près encore le cas aujourd'hui. Moi, je parle de l'état, de la situation après les indépendances comme la continuation de la colonisation, mais une colonisation interne parce que la structure socio-économique reste la même. Il n'y a que les dirigeants qui ont changé de couleur. À la suite des indépendances, le français devient un médium généralisé de l'éducation formelle. Ce sont les Africains qui adoptent le français comme la langue. C'est une façon de ressembler à l'Europe. Okay. C'est intéressant, les gens qui veulent l'indépendance veulent ressembler au pays, à la métropole du colonisateur et veulent avoir des structures, des institutions tout à fait semblables. On voit à quel point les gens sont mentalement colonisés et veulent. Donc, développement signifie ressembler de plus en plus à l'Occident, ce qui ne devrait pas nécessairement être le cas. Et les locuteurs modèles sont davantage des autochtones, tout comme dans les colonies de peuplement avec une majorité servile. Les français scolaires divergent des variétés métropolitaines sous l'influence des langues substratiques, dont des langues africaines. Et c'est ainsi qu'on peut parler aujourd'hui de naissance des Français d'Afrique. La différence avec les créoles, c'est que les créoles ont émergé à partir des variétés populaires, alors que les Français d'Afrique ont émergé à partir de variétés scolaires, ou d'une variété scolaire. Okay. L'héritage sociolinguistique colonial pour ce qui est des fonctions de la langue et de stratification sociale qui en résulte continue à ce jour. Okay. Mieux on parle français, plus on est supposé être plus intelligent, plus on se sent on sent un droit de participer au pouvoir et ainsi de suite. Et donc, vous ne devez pas être surpris par les rébellions, etc. parce que il y a des gens qui ne réussissent pas à participer dans le nouveau système alors qu'ils pensent qu'ils sont très qualifiés ou que c'est leur tour d'être au sommet de l'échelle. Apparemment, le français continue à fonctionner comme une langue de pouvoir, de domination et malheureusement d'exclusion, même en tant que langue officielle. La contradiction, c'est que la langue officielle devrait être une langue qui est accessible à tous les citoyens, dont de préférence, ça devrait être une langue que les citoyens peuvent apprendre facilement. Et il n'est pas absolument nécessaire d'avoir une langue officielle unique. On peut avoir une cohabitation des langues officielles autochtones, mais ce n'est pas le modèle que l'Afrique veut choisir. Et à chaque fois que j'assiste à des conférences où les gens parlent de décolonisation linguistique de l'Afrique, on dit toujours nous devons trouver une langue unique qui sert tout le monde. Et ça, ce n'est pas nécessairement la solution. La Suisse fonctionne bien avec 4 langues officielles et ça marche. Si l'économie est solide, on n'a pas besoin de fonctionner tous dans une seule langue. Mais ce qui arrive maintenant, c'est que les gens sont tellement attachés au français qu'on peut négliger le reste de la population qui est marginalisée par l'usage du français. Et les chiffres des locuteurs de français, comme j'ai découvert récemment, varient selon qui fait les statistiques. À droite, nous avons
les statistiques de l'OIF. À gauche, nous avons les statistiques de Statistique Canada. Et le Congo, RDC, 40% selon un, et selon l'autre, c'est 51%. Le Gabon, c'est 65% ici et 80% là-bas, le Gabon. Et le Sénégal, 26% ici et 31% là-bas. Et voilà, et ça c'est le Mali, je pense 27%. Le Mali n'est pas ici. La Côte d'Ivoire, 34% ici et là, 70%. Je ne sais pas comment on compte. La réalité, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'Africains qui ne parlent pas la langue officielle, qui est un héritage colonial et qui se sentent exclus. Okay. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est quelque chose que je peux comparer à l'évolution du latin. Okay. Sans oublier que Rome a colonisé son empire occidental dans un style différent. Par exemple, les colonisés pouvaient devenir des administrateurs dans l'empire et même devenir des sénateurs à Rome ou des empereurs. L'histoire du français telle que présentée dans ce cours nous incite à revisiter la naissance des langues romanes à partir du latin d'une perspective écologique. Et la perspective écologique, c'est la mienne, en invoquant beaucoup de facteurs qui sont externes à la langue et qui vous expliquent pourquoi la langue a changé. Et évidemment, ce qu'on trouve là-bas, c'est que selon les langues avec lesquelles le latin vulgaire est entré en contact, et cette distinction entre le latin vulgaire et le latin classique est très importante, mais selon les langues substratiques avec lesquelles le latin est entré en contact, l'aboutissement était différent. C'est ainsi que dans l'ancienne Gaule, il y a le français. D'abord, c'était beaucoup de variétés néolatines qui sont entrées en compétition les unes avec les autres jusqu'au moment où le français de l'île de France, je pense, s'est imposé et est devenu la langue nationale que tout le monde doit parler si on veut réussir dans le système. Et puis, de l'autre côté, en Espagne, en Ibérie, il y a le portugais, le castilien, et d'autres variétés néolatines. Et on doit tenir compte de tout ça. Je soutiens et élabore, en les modifiant, les thèses de Hugo Schuckardt, parce que Hugo Schuckardt, c'était le premier à nous dire, écoutez, nous n'avons pas besoin de traiter les créoles comme des langues bâtardes. Ce sont des langues normales et les créoles nous rappellent comment les langues romanes ont évolué, ont émergé et ont évolué à la suite. Et peut-être toutes les langues européennes, et à mon avis, c'est toutes les langues européennes, toutes les langues du monde, si on veut bien comprendre leur histoire, on doit les aborder de la même façon et de la même perspective que nous abordons l'émergence des créoles. Je soutiens aussi Brigitte Schreiber-Lang qui a dit que les mécanismes qui ont produit les créoles sont les mêmes mécanismes qui ont produit le français, sauf que je ne veux pas dire que le français est un créole. Parce qu'à mon avis, si on dit toute langue issue du contact des langues et qui devient le vernaculaire de la nouvelle population est un créole, donc toutes les langues du monde seraient créoles. Et créole signifierait langue, et on n'apprendrait plus rien. L'intérêt des créoles, pour le moment, c'est qu'il y a eu des circonstances historiques bien précises où on voit émerger de nouvelles langues. Et grâce à ce phénomène qu'on pouvait observer et où on peut voir les facteurs pertinents pour la divergence de la langue, nous pouvons vraiment dire peut-être que nous avons mal fait la linguistique historique, peut-être que nous avons mal fait la linguistique diachronique, la linguistique comparative, la linguistique génétique, et on devrait pouvoir réexaminer les choses pour expliquer. Et il y a bien d'autres personnes qui sont venues à cette même conclusion. Et Robert Chodanson, pour avoir insisté, que
les créoles n'ont pas commencé à partir de pidgin. Okay. Et selon ma recherche, là où les pidgins ont émergé, il n'y a pas eu de créoles, et là où les créoles ont émergé, il n'y a pas eu de pidgin. Et autant les pidgins que les créoles, l'émergence a suivi la trajectoire d'approximation, des approximations, des approximations. Il n'y a jamais eu un moment où les gens faisaient du commerce dans une langue, disons, cassée, comme on dit, broken language en anglais. C'était toujours des gens qu'on appelait des maîtres de langue, qui pouvaient facilement apprendre la langue de l'autre, et à cause de leur expertise, on les utilisait dans l'entreprise coloniale. Dans un de mes livres, je pense que c'est le livre de 2001, The Ecology of Language Evolution, les interprètes étaient les héros non célébrés de la colonisation. Okay. Et alors, je vous remercie, et surtout pour certains d'entre vous d'être revenus si régulièrement pour m'écouter. Alors, ça, c'est notre dernière chance de nous revoir pour le moment. Je ne sais pas où on va encore se rencontrer. Mais pour ceux qui sont intéressés, c'est que vendredi, je serai l'hôte d'un colloque sur l'émergence des créoles, des parlers et des cultures créoles, qui aura lieu ici. Le colloque aura lieu ici aux enceintes du Collège de France. Et si vous êtes intéressés, vous serez les bienvenus. Autrement, je vous remercie beaucoup.